À quelle adresse on est ici, monsieur? 3 rue des Saussets. 3 rue des Saussets? Ouais. Ok, super cool, merci. Ça tourne très bien. D'accord. Ok. Je vous les remets dans Tu le- ramasses tout. Hein, Je vais essayer d'être concis. Ouais, c'est bien. Je vais faire des punchlines. Voilà, punchline, exactement. Mais bon, il y a Tu quand te même- lances dans une carrière en politique. c'est- il y a des fois, je suis obligé Sujet de d'un répondre complément. en 30 secondes, je peux pas toujours non, répondre. non, je sais. Sujet d'un coup. Allez, hop, tac, tac, tac. Vas-y. Qu'est-ce que c'est le cercle des volontaires? Le Cercle des volontaires, c'est un collectif de citoyens journalistes engagés dans la réinformation. Donc, on est tous bénévoles. Et voilà, donc il y a aussi bien des citoyens français que d'autres nationalités. Il y a des Belges, puis il y a des Français expats, que ce soit au Canada, dans d'autres pays, au Japon. La réinformation, c'est vous c'est un concept quand même pas mal, ça. J'avais pas pensé. Oui, nous et d'autres, en fait, on est un petit peu une galaxie de sites voilà, de réinformation. On est loin d'être les seuls. Ça veut dire que l'information dont on dispose aujourd'hui est viciée. Oui, en partie viciée, oui, elle est corrompue, frelatée, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les médias ne sont plus indépendants, donc appartenant à des groupes, ils peuvent difficilement critiquer ce que font ces groupes, premièrement. On sait très bien qu'il y a Bolloré, Lagardère, oui, qui possèdent à eux trois l'essentiel des médias français. Donc en face des grands groupes, il faut réinformer. Oui, c'est un objectif citoyen, puisqu'il n'y a pas de démocratie sans médias indépendants. En fait, aujourd'hui, on connaît les trois pouvoirs constitués. Il y a un quatrième pouvoir, c'est celui des médias, qui n'est pas nommé dans la Constitution et qui devrait être indépendant. Donc je pense qu'il faudrait changer de Constitution pour que ce soit gravé dans le marbre. Alors dimanche, tu as participé à Jour de colère avec ton mouvement. Oui, tout à fait. Donc on va couvrir à la fois en tant que média, mais on va également participer, crier notre colère, donc à la fois contre toute la classe dirigeante, c'est-à-dire aussi bien les politiques que les médias dits mainstream. Les médias mainstream, on n'accuse pas tous les journalistes d'être des prostituées, pour reprendre les termes d'un certain Alain Soral. On est plus nuancé, nous personnellement, on pense que la plupart des journalistes, même ceux qui sont intègres, ne peuvent plus faire honnêtement leur métier. Ils n'ont plus le temps. Est-ce que c'est pas un peu étonnant de voir un producteur de reggae comme toi s'associer à la fine fleur de l'extrême droite, des traditionalistes, des blonds Alors en fait, donc nous en tant que médias, on est apolitique, on est suprapolitique, on se situe au-delà des clivages classiques gauche-droite, parce qu'on considère que ça ne signifie plus rien. Aujourd'hui, les partis socialistes n'a plus de socialistes que de nous. Voilà. Donc ce jour-là, il va effectivement y avoir des groupes de toutes origines, et effectivement, notamment du Front National. Nous, on se situe au niveau du général de Gaulle, c'est-à-dire le général de Gaulle, il a mis d'accord à la fois les gens de droite, voire de très très droite, et les communistes pour pouvoir s'allier face à un danger fasciste. Aujourd'hui, les fascistes, c'est, comme disait, pour citer Winston Churchill, les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes. On en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dictature de la pensée, et dès qu'on n'est pas d'accord, on est étiqueté extrême droite, on est étiqueté fasciste, on est étiqueté complotiste, etc. Tout ça parce qu'on n'arrive pas à comprendre la personne qu'on a en face, on la stigmatise. De quel type de discrimination tu as souffert? Celle que j'ai citée, également antisémitisme, on m'accusait moi d'être antisémite. Bon, voilà, donc tout ça parce qu'on se soucie du peuple palestinien, on est tout de suite étiqueté antisémite. Quand on s'intéresse à des sujets comme le 11 septembre, ou même par exemple à la géopolitique, à Mahmoud Ahmadinejad, donc on est taxé d'idolâtre de ces dictateurs. Soit dit en passant, Mahmoud Ahmadinejad a été élu, et les journalistes ne font plus leur boulot. Tout le monde répète, c'est pas une critique envers le en particulier, mais tout le monde répète qu'il a voulu rayer Israël de la carte. Or c'est faux, il n'a jamais dit cela. Ça c'est une propagande qui a été distillée par plusieurs associations sionistes. Il y a notamment un universitaire canadien qui s'appelle Jacob Ebralkin qui a écrit un article très intéressant sur ce sujet dans la publication de Pascal Boniface, pour montrer qu'il y a 3 lobbies sionistes, un canadien, un américain et un israélien, qui ont fait croire aux journalistes du monde entier que Mahmoud Ahmadinejad avait prononcé les mots qui voulaient rayer Israël de la carte. Or, il a dit qu'il voulait supprimer le sionisme des pages du temps. C'est une chose très différente. C'est comme si vous traduisiez quelqu'un qui disait vouloir supprimer le soviétisme des pages du temps par dire, il a dit, je veux rayer la Russie de la carte. Vous
voyez qu'il y a quand même une petite subtilité de langage et donc une traduction de mauvaise foi. Et en fait, tu t'intéresses à la cause des Palestiniens, tu t'intéresses aux Palestiniens comme peuple. Alors je m'intéresse à tous ceux qui souffrent en fait. Tous ceux qui souffrent. Mais pourquoi? Par exemple, si on parcourt ton blog, c'est surtout les Palestiniens. Non, c'est faux. C'est très faux. La dernière interview qu'on a fait, c'est sur la Syrie, sur Genève 2. Donc on a filmé excusez-moi, je vais la faire. On a filmé une conférence sur la Centrafrique, on s'intéresse au Mali, on s'intéresse à ce qui se passe en Syrie, comme je voulais dire, en Afghanistan, on prépare un documentaire sur l'Afghanistan, donc on s'intéresse à tous ceux qui souffrent. La particularité du conflit palestinien... La particularité du conflit palestinien... Attends, 2 secondes, du coup. Vas-y. La particularité du conflit palestinien, c'est qu'il dure depuis 60 ans. Il est consensuel, il est intrinsèque à l'ONU. C'est-à-dire que depuis la naissance de l'ONU a créé Israël, mais en créant Israël, il a créé certes peut-être un refuge pour les Juifs du monde entier, peut-être, d'après certains, mais en tout cas, il a créé un problème, la Nakba pour les Palestiniens. C'est-à-dire que les Palestiniens vivent comment dire, une injustice depuis 60 ans, plus de 60 ans. Aujourd'hui, il y a une partie le cas d'au moins une centaine d'autres peuples dans le monde. Citez-moi au moins 2-3. Depuis plus de 60 ans. Je vais en citer plein, je vais en citer, je vais dire les Ouïghours, je vais dire les Tibétains, je vais dire les Tchétchènes, je vais dire le Timor oriental, je vais dire les Aïnous, je vais vous donner la différence. Je vais dire les Tadjiks. Tous ceux que vous avez cités, ils ont tous une nationalité. Les Berbères. Tous ceux que vous avez cités, ils ont une nationalité. Les Palestiniens des territoires occupés. N'en avaient pas avant. Ah, donc ça justifie qu'ils n'en aient plus aujourd'hui. Mais c'est vous qui faites cet argument. Je dis, ils n'ont pas de nationalité. Tous les peuples que vous avez cités, ces peuples-là ont une nationalité. Donc ils peuvent faire valoir leurs droits auprès de la nation. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Moi, je n'ai aucun problème avec vos idées sur la Palestine, puis c'est même pas à moi d'en parler. C'est pourquoi est-ce que c'est si central dans votre vie politique? Alors, c'est une question de géopolitique. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, s'il y a un risque de troisième guerre mondiale, il se situe au Proche-Orient. Vous en avez peut-être conscience, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse. Notre analyse, nous, c'est qu'il y a un très fort risque de troisième guerre mondiale, ou en tout cas guerre régionale, mais qui pourrait vraisemblablement dégénérer en guerre mondiale, avec comme une ligne de fracture qu'on nous servirait dans les médias, une fracture Occident-Islam, mais en fait comme réelle ligne de fracture géopolitique, pays qui soutiennent le sionisme et pays qui s'opposent au sionisme. Je m'explique. Avec d'un côté Israël... C'est uniquement l'existence d'Israël qui détermine une éventuelle guerre mondiale. Pas du tout. C'est-à-dire que les causes de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale sont tout autres. Aujourd'hui, la situation est différente. Israël existe depuis 60 ans, donc évidemment, pour la Première Guerre mondiale, Israël n'avait rien à voir. Pour ce qui est de la Troisième Guerre mondiale, oui, effectivement, aujourd'hui, il y a une tension très forte autour de la Syrie, autour de l'Iran, autour d'Israël. Et il n'y a pas besoin d'être docteur en géopolitique pour le comprendre, pour le sentir, et qu'il y a une fracture très forte avec d'un côté des pays comme la Syrie, l'Iran, la Russie et la Chine, qui ne sont pas le diable, parce que régulièrement ces pays sont diabolisés, mais non, ce sont des pays respectables, et de l'autre des pays comme Israël, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, qui sont quand même des pays fauteurs de guerre. Si on regarde les 20-30 dernières années, ce sont les pays qui enclenchent des guerres pour des raisons soi-disant humanitaires. Il n'y a pas d'autre pays que les États-Unis, Israël, pour qui fait des guerres. Je viens de citer la France et l'Angleterre. La France. Pourquoi est-ce que vous résumez ça Non, mais je ne sais pas, il y a les États-Unis, Israël, la France et l'Angleterre. Il n'y a pas d'autres pays qui sont fauteurs de guerre. Mais ce sont les principaux, c'est-à-dire que la France et la Grande-Bretagne ce sont deux anciens empires. Donc ils ont une zone d'influence sur la planète Terre qui est disproportionnelle par rapport à leur taille. Mais qui s'explique par rapport à leur histoire. Aujourd'hui, les pays les plus agressifs, ce sont quand même Israël et les États-Unis. D'accord, mais je comprends très bien, parce qu'il y a des tas de gens qui ont le même discours que vous, mais moi, ce que je veux comprendre, c'est ce que vous êtes, et pourquoi, dans ce contexte-là, ça a eu une telle importance dans votre vie quotidienne. Qu'est-ce que ce militantisme vous apporte? Écoutez, moi j'ai parmi mes amis des gens qui sont soldats, qui ont fait la guerre d'Afghanistan. Si on regarde toutes les guerres qui ont été enclenchées encore une fois depuis 10, 15, 20 ans, à chaque fois c'est des pays occidentaux qui agressent des pays musulmans. Nous, vu de France, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, ça ne nous concerne pas, sauf que ce sont nos soldats qu'on envoie là-bas. Nos soldats tuent en notre nom. Pourquoi? Pour quel motif? Pour vraiment apporter la liberté et la démocratie? Vous croyez vraiment à ce discours? Est-ce que c'est pas l'intérêt des multinationales plutôt qui sont défendus dans ces pays-là? Pourquoi, je répète ma question, pourquoi est-ce que ça a autant d'importance dans votre vie à vous? Parce que tout le monde bosse pour des multinationales, même si on bosse pour des PME, elles bossent elles-mêmes pour des en quoi vous vous sentez à ce point concerné? Parce qu'on tue aujourd'hui en mon nom, en tant que citoyen français. Et
je vote, je paye des impôts, même si parfois je vote blanc, parfois je m'abstiens, mais je m'abstiens en conscience. Et on tue en mon nom. C'est-à-dire que oui, c'est comme, vous pouvez vous dire, je mange de la viande, peu importe, c'est pas moi qui tue l'animal, le steak il vient de l'abattoir, je regarde pas ce qui se passe. Moi j'ai mon steak. C'est pareil pour l'essence, vous pouvez mettre votre essence dans votre voiture et vous dire, moi j'ai mon essence pas chère, peu importe comment on l'obtient. Mon électricité, pareil, le nucléaire, avec l'uranium, je sais pas d'où ça vient, et peu importe. Moi j'ai mon électricité, ça me convient. Ou vous pouvez essayer de réfléchir et vous dire non, la souffrance des animaux c'est quelque chose d'important. Non, la souffrance des pays du tiers-monde c'est quelque chose d'important. Etc. On est tout à fait d'accord sur le problème de la souffrance des autres qui est important, mais il y a une problématique de souffrance qui est généralisée, qui est mondialisée. Oui. Donc il y a des tas de conflits à prendre en considération, mais ce n'est pas tellement le problème. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quel type de régime en France vous donnerait satisfaction. Alors on pense qu'il faudrait une constituante, mais alors au contraire de celles qui ont existé jusqu'à présent, une constituante c'est pour réécrire une constitution, pour écrire la première constitution quand on n'avait pas au préalable. Une constituante, donc c'est, jusqu'à présent c'était des gens du pouvoir qui ont écrit ces constituantes. Donc, il y a des travaux d'Étienne Chouard sur ce sujet qui sont assez intéressants, que j'invite les téléspectateurs à étudier. Aujourd'hui il faudrait que ce soit le peuple qui écrive cette constituante, puisque les gens de pouvoir qui écrivent le pouvoir, les règles de pouvoir vont se garder eux-mêmes une large marge de manœuvre et le peuple aura finalement assez peu de son mot à dire et finalement ne sera là que pour choisir ses maîtres. Mais qu'est-ce que vous appelez le peuple? Le peuple, ben, c'est tous les citoyens de France, tout simplement, sans exception. Mais avec des problématiques françaises, ou alors est-ce que vous avez l'impression qu'en important des problématiques d'autres endroits du monde et d'autres conflits, vous vous adressez vraiment aux problèmes quotidiens des Français? Eh bien, vous savez, la France héberge une des plus importantes communautés juives et musulmanes du monde, en termes de proportion par rapport à la population. Donc forcément, ce qui se passe au Proche-Orient et dans tous les pays du Maghreb, forcément ça a des répercussions sur une partie des Français qui se sentent très concernés par ce qui se passe là. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, effectivement, il y a un risque de guerre mondiale, on ne peut pas l'ignorer. Enfin, il y a une influence du sionisme jusque dans la politique française, jusque dans la vie politique française, on l'a vu encore avec l'affaire Dieudonné, que les citoyens français, le peuple français, voient. Il ne faut pas croire qu'ils ne voient pas qu'il y a un deux poids deux mesures. Entre d'un côté, on laisse les fémènes, finalement, elles ont un large appui médiatique et des intellectuels faire ce qu'elles veulent dans les églises, de brûler des drapeaux musulmans. Et d'un autre côté, dès qu'on touche le symbole juif, il y a un deux poids deux mesures. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les juifs ne sont pas responsables de la façon dont les fémènes sont traitées. Mais bien sûr que non. On n'a jamais incriminé les juifs, on n'incriminera jamais les juifs. On parle de lobby sioniste. D'ailleurs, se disant en passant, on peut parler de lobby sioniste aux États-Unis, ou de lobby pro-israélien aux États-Unis, sans que ça pose de problème. En France, dès qu'on parle de lobby, tout de suite les gens vous accusent de théorie du complot. Non, en France il y a des lobbies, il y a des lobbies d'armement, il y a des lobbies, etc. Et il y a un lobby sioniste. Alors, qui a quelle importance qui a une importance qu'il n'avait pas il y a 20 ans, très franchement. Ah oui. Aujourd'hui, quand on voit la grande messe qui est devenue le CRIF, par rapport à la grande messe politique qui est devenue le CRIF... C'est un dîner comme un autre. Et pourquoi est-ce que tout le monde se sent obligé d'y venir, et pourquoi est-ce que certains ne sont pas désirés parmi les extrêmes? Vous voyez, c'est un petit peu la vie politique acceptée. Les gens importants dans la politique acceptée sont invités. Je pense que vous vous rendez compte de l'importance de la détresse des Français, des problèmes économiques, des problèmes d'éducation. Qu'est-ce que le dîner du CRIF vient faire là-dedans? Qu'est-ce que ça pèse là-dedans? Rien. Mais écoutez, aujourd'hui, la problématique numéro 1 des Français, c'est le chômage. Après, il y a et c'est la faute du CRIF? Bien sûr que non. Mais quand on voit les médias et les politiques s'occuper de la quenelle pendant des semaines, on se dit que là-haut, ils ont perdu complètement le sens des réalités. Mais s'occuper de la quenelle, c'est aussi faire des quenelles, non? Vous avez la quenelle, par exemple, en page d'accueil de votre site. Vous en occupez bien. Oui, on réfléchit sur le sens de ce qui a été dit et ce qui a été fait. Aujourd'hui, on a... Non, vous arborez des jeunes gens de Saint-Étienne qui sont fiers de faire des quenelles. C'est différent. Est-ce que vous avez regardé la vidéo en entier? Non, parce que, comme vous le soulignez, pour moi, ce n'est pas la problématique principale de ma vie, mes quenelles. C'est surtout parce que vous n'avez plus le temps de faire de manière honorable votre métier. Vous n'avez pas eu le temps de vraiment regarder nos publications. Et on ne peut pas tout, je veux dire, le savoir est quelque chose qu'on ne peut pas englober, chaque personne se laisse déborder par l'immensité des choses à connaître. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens de ne pas avoir le temps de connaître tout. Mais sous l'impulsion... Ou alors c'est du narcissisme, c'est-à-dire que si on ne vous connaît pas vous, on ne connaît rien.
c'est pas ça. Simplement, reconnaissez qu'il y a eu une influence du lobby sioniste dans cette histoire. Pourquoi? Parce que Pourquoi parle-t-on là du lobby sioniste? On n'a pas parlé de la cannelle, je parlais. Ah oui, il est normal que des gens qui se sentent insultés se défendent. Alors, ça c'est une chose, oui bien sûr, que les gens qui se sentent insultés se défendent, c'est tout à fait normal. Si vous pouviez par exemple admettre, je ne connais rien sur l'histoire du lobby sioniste, pourtant j'appartiens à la communauté juive et je la connais vraiment bien. J'ai jamais vu ce dont vous me parlez. J'ai vu des gens qui défendent Israël comme vous défendriez la Bretagne. Pourquoi est-ce que cette idée-là vous choque à ce point-là? Parce que justement, ce lobby a acquis une puissance plus grande que certains autres. C'est le but de tous les lobbies, d'affluer le maximum possible. Oui, mais... Alors, et aujourd'hui, avec cette puissance, ils font des choses qui sont néfastes pour les Français. Comme quoi? Mais comme par exemple influer sur la France pour la guerre en Libye, par exemple. La France n'avait pas intérêt à faire la guerre en Libye. Mais personne n'a influé sur qui que ce soit pour la guerre en Libye. Bernard-Henri Lévy n'a pas fait du lobbying auprès de l'opinion publique. Bernard-Henri Lévy est juif comme il aurait pu être chrétien ou musulman ou quoi que ce soit d'autre. Vous n'avez jamais entendu parler des Saganim? Mais la Libye n'est pas... Enfin, je veux dire, ce qui se passe en Libye ne concerne absolument pas les juifs, ni même Israël. Vous croyez vraiment? Vous connaissez l'histoire de Kadhafi ou pas? Oui, je connais, bien sûr. Donc c'est quand même un antisioniste virulent depuis sa prise de pouvoir. Mais peu importe, comme l'ensemble des dirigeants du monde arabe d'avant, ça ne concerne pas plus. Il y a eu des dirigeants arabes qui ont fait la paix avec Israël, notamment en Égypte. Mais est-ce que le régime de Kadhafi était un tel exemple de démocratie que le fait de s'y attaquer soit si choquant? Oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, il faudrait attaquer la France. La France est gouvernée par des incompétents et des corrompus, et donc elle est soutenue par moins de 20% de sa population, le gouvernement actuel. Kadhafi était plus populaire. Aujourd'hui, Bachar Assad est plus populaire auprès de sa population. Donc aujourd'hui, le gouvernement français est encore moins légitime que celui de Kadhafi. Donc il faudrait le destituer par les armes. Mais y a-t-il eu des élections en Libye qui vous permettent de dire ça? Est-ce que vous avez vérifié la légitimité du pouvoir de Kadhafi? J'ai discuté avec des gens qui avaient voyagé là-bas tout le temps que Kadhafi était au pouvoir, et franchement, on l'a énormément diabolisé. Sur la base de gens que vous avez croisés, mais non, c'est pas une véritable information. Ce sont les conditions de logement de tous en Libye. Quelles étaient-elles? Elles étaient très socialiste, c'est-à-dire que tout le monde pouvait accéder à la propriété sans souci, tout le monde pouvait acheter à manger sans souci. C'est-à-dire qu'on regarde l'Arabie Saoudite, il y a aussi des pétrodollars. Regardez ce que fait l'Arabie Saoudite avec ses pétrodollars, et regardez ce que Kadhafi a fait avec ses pétrodollars. Je ne dis pas qu'il en a pris un peu pour lui, pour faire la fête, ça sans doute, mais il en a pris beaucoup aussi pour le peuple. Les étrangers en Libye étaient très bien traités, les Noirs étaient très bien traités. D'ailleurs, on a vu que depuis que les rebelles, les soi-disant rebelles avec l'aide de la France et d'autres pays, une fois qu'ils étaient au pouvoir, on a vu ce qui arrivait aux Noirs en Libye. Ils se fait pourchasser dans les rues. Ils sont bien traités au Soudan aussi, je pense. Alors, non, mais là on parle de la Libye, on ne va pas sauter du coq à l'âne, sinon on ne peut pas parler des choses sérieusement. Kadhafi a fait beaucoup pour le panafricanisme. Kadhafi a investi dans des universités, dans des hôpitaux en Afrique, dans le pays. Le panafricanisme, ça peut être plein de choses. Vous savez que le panafricanisme, c'est pas une panacée, c'est pas parce qu'on parle de panafricanisme qu'on a constitué une communauté fraternelle. Oui, mais... Il y a des gens qui sont panafricanistes d'un côté ou d'un autre. Ce n'est pas parce qu'il s'est intéressé à la cause et qu'il a porté des cartes d'Afrique en cuir sur ce bout que moi, ce que je vois, c'est un humaniste. On a fêté en grande pompe. Mais vous avez le droit d'aimer Kadhafi, moi ça ne me gêne pas du tout. C'est une grande hypocrisie, parce qu'on a fêté en grande pompe Nelson Mandela. Pourtant, Nelson Mandela était très ami avec Yasser Arafat et avec Kadhafi. Je ne pense pas que Nelson Mandela a été très ami avec le dictateur sanguinaire que la Congolais a gagné. Moi, c'est le problème, on peut parler de la Libye, peu importe. Moi, de toute façon, je suis ni vous ni moi, je pense qu'on est assez experts pour savoir ce qui se passait dans ce pays extrêmement secret pendant des décennies. Je vous dis juste, en quoi est-ce que vous pouvez affirmer que l'intervention française en Libye est l'œuvre d'un lobby sioniste? Excusez-moi, mais c'est juste par le nom de famille de Bernard-Henri Lévy. Je vais vous simplifier mes propos, parce que le lobby sioniste... Vous m'avez dit c'est Bernard-Henri Lévy. Non, j'ai cité Bernard-Henri Lévy. Je n'ai pas dit c'est Bernard-Henri Lévy qui a fait la guerre en Libye. Ah oui, parce que j'avais dit ça. Personne n'a ce pouvoir-là. Ne simplifiez pas mes propos, j'ai jamais dit ça. Par contre, il a
il a fait une campagne en faveur de la guerre en Libye, ça vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est un de ceux qui a eu le plus... Mais pourquoi vous ne vous opposez pas à Bernard-Henri Lévy et pas à quelque chose que vous imaginez derrière lui et qui n'est pas... C'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on s'oppose à ce que... Vous m'avez parlé d'un lobby représenté par lui. Il est représenté par le CRIF, par la LICRA et par des personnages comme Bernard-Henri Lévy, tout à fait. Comme aux États-Unis, il y a l'Anti-Defamation League, il y a l'EPAC, il y a différents lobbies pro-israéliens, peu importe comment on les appelle. Et si vous regardez, je vous invite tous les téléspectateurs à regarder le documentaire sur Internet, Defamation, qui a été fait par un Israélien d'origine juive. Et ça vous aimez beaucoup quand c'est des juifs qui disent des trucs. Mais bien sûr, mais heureusement parce que chez les juifs et chez les Israéliens, il y a des quelque chose de démocratie. On voit la jeunesse israélienne qui est emmenée en Europe, notamment en Pologne, et on leur dit, ne parlez pas aux populations autochtones, elles sont antisémites. Il y a des vieux Polonais, on voit dans le reportage, qui disent « Ah, elle est mignonne, la petite fille ». Et là, elles parlent entre elles, elles disent « Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Ah, il a dit que t'es antisémite ». Ils vont demander aux incommodants, ils leur disent « Non, il a dit que… » Non, mais je comprends, il y a des choses chez les juifs qui peuvent vous choquer. Quand des juifs vont en Pologne où ils ont été exterminés en masse et qu'ils sont méfiants, peut-être que ça peut vous choquer. C'est pas de la méfiance. Ça ne vient pas de nulle part. Je vous engage vraiment à regarder le documentaire et à vous faire votre propre avis. Vous n'allez pas être corrompu par un documentaire, si vous êtes assez fort pour pouvoir regarder un documentaire, et faites-vous votre propre avis. Mais à votre sens, le journaliste israélien qui a été aux États-Unis, il a été reçu en grande pompe à l'EPAC, non, à l'ADL, pardon, à l'Anti-Defamation League, et il a dit bah alors c'est quoi l'antisémitisme aux États-Unis, puisque vous battez contre l'antisémitisme aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous montrer des cas? Et là, on les voit se regarder dans le blanc d'œil, le président de l'association avec son assistant et tout, ils se disent, ils sont un peu emmerdés, donc ils vont voir leur fichier, ils disent bon, il y en a 15, les 15 derniers c'est ça, mais bon, on va pas vous envoyer les voir, on va vous envoyer voir celui-là. Donc, il va étudier ce cas-là. Et le truc se dégonfle comme un ballon de baudruche, quoi. Mais c'est d'un ridicule. Je dis pas qu'il n'y a pas d'antisémite, mais qu'au nom de la lutte contre l'antisémitisme, on en vient à en faire des idioties. Pourquoi est-ce que des organismes comme la LICRA s'appellent la LICRA? Pourquoi est-ce qu'on fait J'ai dû m'expliquer, parce que comme ça, je comprends. Pourquoi j'associe la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme? L'antisémitisme, c'est un racisme parmi d'autres. Quand vous dites j'aime, vous dites pas j'aime le fromage et le camembert, vous dites j'aime le fromage de tous les racismes. Non, ils s'occupent en particulier de l'antisémitisme, c'est même écrit dans leur nom. S'ils s'occupaient que du racisme, ils diraient on lutte contre le racisme. Parce que l'antisémitisme. Comme si c'était quelque chose de différent du racisme. Ça appartient au racisme. Laissez-moi vous répondre. L'antisémitisme a quelque chose de particulier, c'est qu'il est lié au plus grand crime organisé de l'histoire et que l'antisémitisme est quelque chose d'insupportable depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qu'on vous a mis dans le crâne, c'est-à-dire que ceux qui ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Juifs, mais pas que. Personne n'a dit qu'il y avait si, un sens, pas du tout. Si, vous avez dit que la souffrance était la plus grande. Non, les Russes ont souffert le martyr. Pas spécialement que les juifs russes, les Français, les résistants ont souffert le martyr pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais c'est vous, puisque vous dites, l'antisémitisme, ça confine à ce qu'il y a eu touché de pire. Mais on parle de l'antisémitisme, je vous le relie au crime de la Shoah, dont j'espère vous ne niez tout de même pas. Il y a eu les homosexuels, il y a eu les tziganes. Personne n'a dit le contraire. Tout le monde, en disant que ce sont les juifs qui ont la médaille de la plus grande souffrance et de ceux qui ont souffert le plus du racisme. C'est ridicule. Les Noirs aussi pourraient revendiquer ça. Et puis on va aller où avec ça? Mais les Noirs ont tout à fait des mille raisons de se plaindre du sort qui leur a été fait dans toute l'histoire, oui, y compris maintenant. Je suis quasiment marié à une Antillaise, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas pour la pleurniche, c'est-à-dire auquel on reconnaît l'histoire, ce qui s'est passé dans l'histoire, le rôle de qui a fait quoi dans l'esclavage, qui a souffert quoi, ok, ça c'est important d'en parler et de le dire, que ce soit marqué dans l'histoire. Par contre, on ne va pas faire le voie mémoriel, c'est aux historiens d'étudier l'histoire. C'est pas politique de dire qu'est-ce qui s'est passé. Deuxième chose, ce qui est important, c'est la souffrance des peuples aujourd'hui. Alors s'il n'y a pas de loi mémorielle, on peut insulter la mémoire de l'esclavage pour vous. Arrêtez. Mais qui insulte aujourd'hui la mémoire de l'esclavage? Qui insulte la mémoire de l'esclavage? Énormément de gens. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une loi? Énormément de gens qui expliquent par exemple que des blancs ont été aussi esclaves, qu'il faut arrêter de... À l'époque, les Scandinaves, quand ils faisaient des radios d'esclaves, il y avait en Europe, il y avait des blancs. Donc moi, mes grands-parents sont agriculteurs. Vous croyez que le sort des serfs pendant une certaine période du Moyen-Âge n'était pas... Ne parlons plus de ça. Moi, ce qui m'intéresse,
Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est pas. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme vous, sans doute insatisfait par la situation politique aujourd'hui, s'allie à des mouvements de toutes sortes qui n'ont rien à voir avec l'univers politique dont vous venez. Alors en fait, c'est très simple. J'ai lu Machiavel, j'ai lu Sun Tzu et d'autres ouvrages qui m'ont permis de comprendre un petit peu certaines choses en politique. Ils nous divisent pour mieux régner, les oligarques. C'est une technique vieille comme le monde. Regardez le pouvoir, ils nous divisent. Gauche, droite, immigrés contre français, immigrés contre les distinctions entre immigrés et en règle, travailleurs du public contre travailleurs du public, et du privé, jeunes contre vieux, etc., etc. Je peux en citer la liste avec même laïcs contre religieux, juifs contre musulmans, etc., etc. Bref, il y a mille et une manières de diviser les Français. Le but, c'est de s'unir. À partir du moment où vous voulez unir le peuple, est-ce que vous pouvez dire « Ah ben non, mais lui il est de droite, moi j'ai décidé de gauche, donc je ne vais pas discuter avec lui, je vais pas m'aider ». Et même avec l'extrême droite. Moi, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est d'extrême droite, un de nous qui a fait la guerre d'Algérie. Est-ce que je vais arrêter de discuter avec lui à table? Je vais lui dire non, mais t'es un gros con, je vais soutenir pas de politique avec toi, on sera forcément. Non, je vais essayer de le comprendre. Vous n'avez pas l'impression, par exemple, depuis 2 ans, mais un peu plus peut-être, les frontières sont complètement troubles et on voit des gens qui étaient africanistes et qui participent à des manifestations du Front National, on voit des gens qui sont de gauche et qui ont des idées antisémites. C'est très curieux ce qui se passe. Et déjà, on fantasme beaucoup sur l'antisémitisme supposé de telle ou telle personne. Il y a des gens qui sont judéo-critiques, qui sont taxés d'antisémites, et des gens qui sont antisionistes virulents, qui sont taxés d'antisémitisme. Il faut faire attention à ce qu'on appelle antisémite. Merci de la leçon, mais qu'est-ce que vous voulez dire? On crie au loup, alors que des fois, il n'y a strictement rien. Comme quoi, par exemple, Dieudonné n'est pas antisémite? Non, mais on fait tout en détonne, et puis après, en plus, on se rend compte que des fois, c'est pas forcément celui qu'on croit qui est comme l'histoire de coups de fil antisémite, et puis on se rend compte qu'en fait, c'était un juif qui avait fait ses coups de fil anonymes. Il y a plein d'histoires comme ça, il y en a plusieurs. Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, les juifs, pour attirer votre attention à ce point-là? Mais regardez leur visibilité quand même. Est-ce qu'ils ne sont pas proportionnellement plus représentés dans certains métiers? Moi, ça ne me dérange absolument pas. Je veux dire, c'est comme les Chinois ou les, les Libanais qui sont très forts dans le commerce. Voilà, chaque peuple a ses particularités. On ne peut pas nier. Il y en a des Arméniens qui sont très aussi pour le business. Dans quel métier? Les juifs, dans la musique, déjà, dans les arts, etc. Avec les jeux. Après, aujourd'hui, dans les médias, dans la politique. Dans la politique, il y a beaucoup de juifs. Ou de sionistes. Des gens qui sont influencés par le lobby sioniste. Quand on voit Éric Raoult qui dit non mais moi là les retraites françaises, moi je me barre là parce que j'ai plus important à faire. Et il va à un meeting avec des Français de confession juive et il dit moi je suis là pour Israël, c'est plus important que les retraites. Ouais, moi ça me dérange. Ça veut dire c'est où sont les priorités? Moi je pense qu'on a un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il est lié de manière éternelle à Israël, de par sa femme, quand même. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est lié à un autre pays, plus que presque des fois on pourrait presque penser qu'il est plus lié à ce pays qu'à la France. C'est quand même pas normal. Qu'est-ce qu'il faudrait en fait alors pour résoudre ce problème? Est-ce que les juifs soient invisibles ou disparaissent? Pas du tout, pas du tout. Simplement, pour paraphraser De Gaulle. De Gaulle disait le peuple juif. En fait, il n'aurait pas le droit d'avoir envie de s'installer dans des professions. Le peuple juif, le général de Gaulle parlait à propos du peuple juif, le peuple sûr de lui-même et dominateur. Effectivement. C'était un éloge. Hein. C'est un éloge, mais dans les faits, est-ce que le monde bancaire n'est pas en partie, je ne dis pas complètement parce qu'il y a des protestants, il y a des gens qui sont laïcs, etc., qui sont dirigeants, mais en partie dominés par des gens qui sont de confession juive, d'origine juive. Est-ce que le monde de la politique, on regarde le lobby sioniste en France et aux États-Unis, il a quand même un pouvoir incroyable. Mais vous parlez simplement des secteurs décisionnaires, qui sont des secteurs dans lesquels l'entrée exige d'avoir un certain nombre de diplômes. Or, il est vrai que très souvent, les juifs étudient beaucoup. Oui, c'est vrai. Vous savez, moi j'ai fondé le cercle des volontaires avec ma copine qui est antillaise et Jonathan Moadab qui est aujourd'hui chez l'agence Infolibre qui est de confession juive, des juifs pratiquants. Donc, vous savez, moi, toutes ces questions, moi, ça n'a rien à voir avec les juifs. Rien. Ça a tout à voir avec le sionisme. Le sionisme, c'est une doctrine politique. Et donc, il faut s'intéresser au sionisme.
en tant que doctrine politique pour comprendre qu'est-ce qui nous dérange tant. Pourquoi est-ce que Vous savez qu'il n'y aurait pas eu de sionisme, vous savez qu'il n'y a pas de sionisme, s'il n'y a pas de persécution des juifs, il n'y a pas de sionisme. Alors vous savez que pourquoi les juifs seraient seuls à ne pas avoir un État? Vous n'êtes pas coupable parce que vous allez chercher les sources dans les sources officielles, vous allez chercher l'histoire dans les sources officielles. Mais je vais vous apprendre 2-3 trucs sur le sionisme. Le sionisme a collaboré avec le nazisme dans les années 30. Vous savez ou pas? Écoutez, je suis sûr que vous trouverez des tas de vidéos sur Internet et de sources universitaires totalement ésotériques pour le prouver. Ça ne me gêne pas, mais moi, vous ne me convaincrez pas de ça. Je ne cherche pas à vous convaincre, je vous parle de faits historiques. Il y a Edwin Black qui a écrit un livre sur le sujet, qui s'appelle L'accord de transfert. Aujourd'hui, aucun historien ne le nie, aucun. Simplement, très peu s'y intéressent. Oui, des historiens publiés à compte d'auteur, que vous adulez dans des petits cercles, mais enfin, les grands historiens ne disent pas ça, excusez-moi de vous le dire. Non, excusez-moi. Vous connaissez ce sujet, vous connaissez ce sujet. Faites un petit peu de recherche sur l'accord de transfert. Mais je le méconnais parce que je pense, et pourtant je devrais être concerné de par mes racines culturelles, je pense que ça n'est pas la chose la plus importante dans nos vies aujourd'hui. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'un jeune homme comme vous est tellement impliqué là-dedans que ça prenne une grande partie de sa journée et de sa vie? C'est très simple, c'est-à-dire que moi au départ, comme vous avez compris, j'avais fait du journalisme pour m'intéresser à toutes les souffrances du monde, toutes les souffrances du quelqu'un, quel que soit le peuple. À partir du moment où nous on a été calomniés, fascistes, antisémites, rouge, je ne sais pas qui vous complotiste. Moi je me suis intéressé justement à quelles étaient ces officines. C'est soit des officines atlantistes, soit des officines sionistes. Pourquoi? Bah oui, on remet en cause la politique d'Israël. Dès qu'on touche à ces questions-là, regardez la sénatrice Sylvie Gouache-Avant. Elle est s'occuper de questions d'alimentation par rapport au cachère, etc. Les lobbies sionistes lui sont tombés dessus, c'est une violence. Regardez, à chaque fois qu'on aborde des questions qui touchent de près ou de loin à Israël, au sionisme ou à des questions identitaires juives, il y a tout de suite une levée hallucinante de boucliers. Surréaliste. On a interviewé Christophe Oberlin, qui est un médecin humanitaire, qui a travaillé dans Gaza, mais qui a travaillé aussi dans 7 pays où il y a des conflits, il soigne les civils. Il est professeur à Paris, professeur de médecine humanitaire. Il enseigne notamment le droit humanitaire, qui est très important à comprendre quand on est médecin humanitaire, ou futur médecin humanitaire. Il a donné un exemple, il a donné à son examen une question, comme on fait en médecine ou comme on fait en droit, un cas pratique, un cas réel, qui s'est réellement passé, à étudier à ses étudiants. C'était voilà, il se passe 22 corps d'une même famille palestinienne sont amenés à la mort en Palestine, tués par l'armée israélienne. S'agit-il d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'un génocide? C'était pas une question du CM, ABC, BOC, c'était simplement réciter le cours, c'est-à-dire s'il y avait des combattants du Hamas à côté de cette famille-là, entre guillemets une bavure, c'est ce qu'on appelle donc un crime de guerre. S'il n'y avait pas de combattants du Hamas à côté, c'est ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Et si c'est systématique et intentionnel, donc là c'est un génocide. Il fallait juste réciter le cours, tout simplement. Toutes les associations sionistes lui sont tombées dessus. Aucun média n'est venu en aide. Nous on a été interviewés. C'est à partir de ce moment-là, nous on a été la cible de ce lobby sioniste. On a été interviewé Jean-Marc Moscovitz d'Europe Israël, que vous connaissez, puisque un de vos collaborateurs de Canal+ a été sexualisé chez lui. Alors, non, mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez bien parlé. Vous voyez tout en organisation. Canal+, c'est pas moi. Je me suis fait frapper physiquement. On a été interviewé à sa demande suite à cette affaire de Berlin. On y a été, on était 5, il y a même ma copine, la EDJ était là. Ce jour-là, il organisait une manifestation à 14h. On est arrivé à 14h comme convenu, il nous a dit revenez dans une heure, je dois faire le speech. Une heure plus tard, on est revenu, il n'y avait plus les quarts de CRS. Il n'y avait plus la centaine de manifestants qui avaient un âge 50-60 ans. Ceci dit, entre parenthèses, ils manifestaient contre la déjudéisation de Jérusalem. Déjà, on comprend. Ensuite, il n'y avait plus que 30 jeunes avec des casques de scooter, etc. Des jeunes de la DG. Les horribles de la LDJ. Ils ne sont pas si horribles parce que je suis encore là pour vous parler. Mais c'est pas demandez à ça à la famille de Saïd Bourash. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Il faut quand même le préciser. Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais quand même. Est-ce que ça justifie? Non, mais vous faites du Dieudonné? Mais pas du tout. Dieudonné parce qu'il relativise des fois. Mais je relativise rien du tout. La LDJ c'est comique, enfin, c'est pas une espèce d'organisation tentaculaire qu'on trouve à tous les coins de rue. Moi je vous mets le pain dans la mâchoire et on va voir si c'est comique. Non, pourquoi? Parce que la LDJ m'a fait ça. Vous dites que la LDJ c'est comique. La LDJ quand elle vous met deux pains dans la mâchoire, je suis désolé, c'est pas comique. Mais
vous vous mettez dans des espèces de situations qui ne vous concernent pas forcément et dans lesquelles il y a des gens haineux. Donc c'est normal que vous preniez des... Alors vous interdisez d'aller interviewer des islamistes, des sionistes ou n'importe qui, sous prétexte qu'il pourrait vous arriver des bricoles? Non, regardez, j'ai une façon de parler totalement pacifique. Je n'ai jamais eu, personne m'a mis de coups. Est-ce que vous avez regardé l'interview que j'ai faite de Jean-Marc Moscovitz? Est-ce que vous m'avez trouvé agressif? Non, je ne l'ai pas vu, mais... Faites un peu votre travail si vous m'interviewez. Mais sachez un petit peu, ça fait partie des 10 dernières minutes qui sont à notre public. Mais je suis d'accord, mais je vous interroge parce que vous faites partie du jour de colère. Donc je ne suis pas dans la critique exhaustive de ce que vous faites. Je m'intéresse et je viens vers vous parce que vous faites partie de cette chose-là. Je ne fais pas votre vie, votre œuvre. Non, mais souvent les gens... vous n'êtes pas narcissique. C'est vrai. Mais en l'occurrence, Jean-Marc Moscovitz, qui nous avait demandé d'interviewer, lui, il nous avait qualifié sur Internet de rouge-brun, d'antisioniste, d'antisémite, etc. Et au moment où je lui pose la question, est-ce que vous maintenez vos accusations à notre compte d'antisémitisme et d'antisionisme, il me regarde et il me dit, pour être honnête, j'ai pas lu vos publications. On en est là aujourd'hui. Jonathan Moadab, que j'ai cité là tout à l'heure, qui était un des fondateurs du Cercle volontaire, lui, il a eu un engin explosif sur sa voiture. Il y a eu des TF1, des France 2, des Canapus qui sont venus l'interviewer. Un engin explosif sur sa voiture. Les sionistes ont voulu le faire exploser. Non, c'était un avertissement. Il y a eu des tags, etc. C'était le domicile familial. Vous croyez que c'est normal dans une république et que personne n'en parle? C'est pas normal, mais enfin, c'est pas normal, mais je suis obligé de vous croire sur parole. Non, parce que vous regardez, le Parisien on a fait une brève, le Figaro on a fait une brève. C'est aujourd'hui instruit par la justice, les deux jeunes de la FDJ sont fait attraper. Non, vous n'êtes pas du tout obligé de me croire sur parole. C'est très bien, s'ils se sont fait attraper, c'est la preuve qu'ils sont pas dans la journaliste. Mais alors, on jette, je dis pas que c'est bien, comment dire, une grenade à grenaille dans une épicerie cachère. C'est très mal, tous les journaux en parlent. Un journaliste indépendant reçoit une pompinette sous sa voiture de la part de la DG, personne n'en parle, à part 3 lignes, comme je dis, sur lefigaro.fr et sur parisien.fr. Vous trouvez ça? C'est sous 2 poids 2 mesures qu'on dénonce. Vous savez, il y a quelques jours, il y a des gens de la LDJ qui se sont fait arrêter à Lyon. Voilà, on en a entendu parler. Pas... Oui. Regardez, la plupart... Vous ne croyez pas que vous exagérez? Non, mais non, j'ai discuté avec des avocats qui s'intéressent de près à ces affaires. À chaque fois, il y a une justice un peu d'exception quand même pour eux. C'est-à-dire qu'on les relâche, après ils peuvent partir en Israël, etc. Ils ne sont pas recherchés. Voilà, regardez, intéressez-vous au parcours des personnes comme Joseph Ayache. Je ne sais pas qui c'est. C'était un des chefs de police sur Paris de la LDJ. Il a participé à la guerre du Liban en 2005. Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut être violent. Moi j'ai été victime de menaces de viol, de mort devant lui, par son équipe, etc. Voilà, le but c'était pas de... On n'a pas été tabassé, moi je ne vais pas faire ma carrière. La LDJ, c'est à côté de certains autres grands mouvements en France et des mouvements violents, c'est rien, c'est 50 personnes. Enfin, j'en ai déjà vu, c'est vraiment pas impressionnant, ça fait pas... Je pense que c'est un péril que vous exagérez, mais peu importe. C'est leur impunité, ils s'entraînaient dans les locaux de la police. Mais c'est pas le plus important, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, excusez-moi, vous minimisez beaucoup parce que pour clore ce dossier. Non, mais ça, on va en parler hors truc. Faisons le travail d'abord. La LDJ est interdite en Israël et aux États-Unis et classée comme organisation terroriste. Ça prouve qu'il y a quand même une démocratie dans le sionisme. Oui, si c'est interdit en Israël. Alors, je veux juste vous poser la question, qu'est-ce qui se passe en France avec tous ces groupuscules? Comment se fait-il que des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble défilent tous ensemble d'un seul coup dimanche? Alors, c'est tout simplement parce que la classe politique, on a le droit aux 2 pires présidents, je crois, de la 5e République, Sarkozy et Hollande. Forcément, quand on voit la classe, les gens sont en colère. C'est une colère légitime par rapport à la classe politique, par rapport aux médias qui sont, comme les politiques, très déconnectés de la réalité du quotidien des Français. Et que voilà, au bout d'un moment, quand non seulement vous ne pouvez pas trouver un exutoire dans les urnes, quand vous ne pouvez pas avoir une représentation ni même dans les médias, forcément, il ne reste plus que la rue et les gens sont plus. Donc comment est-ce que des gens de sensibilité aussi extrême, si demain leur parole est entendue, comment est-ce qu'ils vont s'entendre sur le type de gouvernement à avoir? Pour moi, ce qui est extrême, c'est la politique du gouvernement. C'est pas ce que disent les uns les autres. Les uns les autres, au niveau du peuple, parlent avec leurs moyens. Donc ils analysent peut-être que c'est l'immigration le problème, c'est leur analyse. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que le vrai problème, c'est le chômage. Donc il y a zéro chômage, personne ne trouve rien à redire sur l'immigration. Le vrai problème, c'est le chômage. Certains vont dire c'est l'islam, c'est l'immigration le problème. Ils ont peut-être pas les clés pour bien comprendre la vraie origine, le chômage.
par exemple, une femme comme la députée... Ah oui, pardon. Qu'est-ce qui vous a décidé Qu'est-ce qui vous a décidé dans la situation française à vous engager de manière aussi radicale? Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui les politiques françaises sont la classe politique française est féodée à l'étranger, féodée à Bruxelles, féodée à Washington, féodée à Tel Aviv. Donc, et puis au lieu de s'occuper du chômage, des vrais problèmes des Français, ils s'occupent de la quenelle. Il y a un moment où la quenelle, je crois qu'elle est pas du courant. Mais il y a des quenelles sur tout votre site. Justement pour réinformer, il y a une énorme désinformation de la part des médias qui sont contre finalement de la classe politique, puisqu'ils n'arrêtent pas de répéter ad nauseam que la quenelle serait un geste antisémite, un salut nazi inversé. Déjà, les journalistes ne réfléchissent pas, puisque si c'est un salut nazi inversé, combien même ce serait un salut nazi inversé, cela signifierait que c'est un salut anti-nazi, puisque en matière de symbolique, quand on inverse un symbole, le symbole devient contraire. Si vous inversez le droit, voilà, ça devient un symbole satanique. Non, mais on est d'accord que c'est un geste de sodomisation à l'égard de certaines communautés. On n'est pas, je veux dire, ça a été expliqué. Vous savez ce qu'a dit, c'est le premier à avoir dit ça. Alors, c'est quoi une quenelle? Le premier à avoir dit ce que vous venez de dire, c'est Alain Jakubowicz, le président de la VICRA, qui a écrit à l'Événement le 9 septembre et qui a dit que c'était un salut nazi inversé. C'est pas le diable pour moi, je suis pas dans votre... Non, mais c'est lui qui a lancé toute cette polémique. Et c'est lui qui a dit que c'était la symbolisation de la sodomisation des victimes de la Shoah. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est n'importe quoi. Alors c'est quoi? Dites-moi ce que c'est. Mais j'ai regardé les premiers sketchs de Dieudonné de la quenelle, tout simplement, quand on s'intéresse à quelque chose, on regarde l'origine. Qui parmi les journalistes a fait ça? Personne. Personne, c'est-à-dire que ça parle des dauphins. Le premier sketch où Dieudonné, c'est dans 1905, dans Laïcité, qui fait 1905, son spectacle qui date de 2005, qui fait les premières quenelles. Ça n'a rien à voir ni avec le sionisme, ni avec le judaïsme. Dans tous ces premiers spectacles où il fait la quenelle, ça n'a strictement rien à voir avec le sionisme, ni c'est juste un geste potage qui dit Et avec aujourd'hui, ça a quel sens? Aujourd'hui, ça veut dire dans le cul du système, parce que le système nous opprime, parce que le système nous divise, parce que le système se fout de notre gueule, nous on a bien le droit de rigoler un petit peu. Et même c'était dans le pion du sionisme qu'il le mettait. Le sionisme fait partie des éléments du système, parmi d'autres, comme l'OTAN. Vous n'allez pas me dire que l'OTAN fait pas partie du système, vous n'allez pas me dire que le FMI fait partie du système. La quenelle, c'est contre le FMI. Oui, c'est aussi contre le FMI. Quand le petit jeune qui est mort d'un cancer fait une quenelle contre son propre cancer, vous allez me dire que c'est un geste antisémite? On prend 3-4 exemples, 3-4 zigotos qui ont fait des quenelles devant une synagogue ou devant un site mémorial, et on en déduit le sens du geste. C'est comme si... Est-ce que Dieudonné vous soutient? Est-ce que Dieudonné a réagi à votre mouvement? Nous avons déjà interviewé Dieudonné, nous sommes en contact avec lui. Si 3 personnes vont faire des doigts d'honneur ou des bras d'honneur devant des symboles juifs ou des symboles mémoriels pour la Shoah, est-ce que tout de suite le bras d'honneur ou le doigt d'honneur va devenir un geste antisémite? Pourquoi tout le monde a cru ça? C'est une hystérie collective médiatique et de la classe politique. Personne ne s'est interrogé sur le bien fondé de cette définition de la quenelle qui est adolescente. Vous croyez vraiment qu'il y a des milliers de Français qui feraient déjà de la quenelle, c'était un geste antisémite? Arrêtez, il n'y a pas d'antisémitisme en France. Arrêtez de tout passer. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui est, par définition, comme le racisme en général, rampant, qu'on ignore soi-même. C'est pas quelque chose qu'on affirme, on ne dit pas aux gens je suis antisémite ou je suis raciste. Il y a des tas de gens qui n'aiment pas les noirs, mais qui ne vont pas dire j'aime pas les noirs. Jusqu'à preuve du contraire, les gens penseront toujours ce qu'ils voudront. D'accord? Parce que c'est très grave. On a entendu Patrick Cohen qui a dit à Alexandre Sorbet à propos de l'intervité il y avait Frédéric sur Youtube, il a dit, Patrick Cohen, non, on n'a pas le droit de penser ce qu'on veut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que bientôt ils vont examiner dans le cerveau pour voir ce qu'on pense et vous vous rendez compte? Mais personne ne vous empêche de penser ce que vous voulez en France. Vous n'exagérez pas en disant qu'il y a une police de la pensée en France. Écoutez, si vous, ça ne vous choque pas qu'un journaliste comme Patrick Cohen puisse dire non, on n'a pas le droit de penser ce qu'on veut et que ce ne soit pas contredit, que ce soit relevé par personne, si ça vous, ça ne vous choque pas, sachez que dans le peuple, il y a plein de gens qui savent. D'accord. Il s'appelle juste Cohen. Est-ce que vous l'avez déjà entendu raisonner en juif ou même en sioniste? Non, franchement, en tant que juif.
ça ne me regarde pas. Alors pourquoi vous stigmatisez son nom Cohen? Est-ce que vous l'avez déjà entendu raisonner comme un juif ou comme un sioniste? Moi, j'ai stigmatisé son nom Cohen. Vous me citez l'exemple de Cohen, de Patrick Cohen. Il se serait appelé Patrick Durand. Est-ce que vous auriez dit Patrick Durand dit on ne peut pas penser ce qu'on veut? C'est là où vous faites un procès d'intention. Rien de ma carré qui s'appelle Cohen, Durand ou je dis juste de fait il s'appelle Patrick Cohen et de fait il a dit qu'on n'avait pas le droit de penser ce qu'on veut. Moi ce qui m'a choqué c'est pas qu'il s'appelle Patrick Cohen, ce qui m'a choqué c'est qu'il a dit qu'on ne pouvait pas penser ce qu'on veut. Vous voyez comment c'est vous qui faites une fixation finalement sur le judaïsme. Vous n'avez cité que des noms juifs jusqu'à présent. Jacques Hugo, Cohen, Bernard-Henri. Parce que vous m'interrogez contre vous avez et parce que vous n'avez pas du tout vu que nous on s'oppose à l'OTAN, que nous on s'oppose à l'Union Européenne, à la dictature qui vient. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'OTAN et l'Union Européenne? Il y a toujours une classe politique qui est complètement déconnectée de l'intérêt du peuple et de la respiration du peuple. Est-ce que le lobby sioniste est aussi derrière l'OTAN et de... Non, la construction européenne, concernant la construction européenne, puisque apparemment la construction européenne est née en fait, c'est un bébé américain. Robert Schuman, etc. sont des gens qui ont été des agents d'influence de la CEA. C'est aujourd'hui des documents déclassifiés. Si vous faites votre travail de communication, qu'est-ce que c'est votre métier aujourd'hui? Je suis journaliste indépendant. Ah, ça, en fait, votre site, c'est votre emploi à plein temps. Vous en tirez des revenus ou comment vous vivez? Non, c'est associatif. Moi, j'ai été producteur de musique, j'ai été également webmaster. Des différentes casquettes. En ce moment, je suis à temps plein là-dessus, mais des fois, je suis à comment vous vivez alors? Différentes sources de revenus, SAM, particulier lié à nos activités d'informaticiens. Et puis là, pour le journalisme, on ne pas revenu, encore une fois, on fait ça de manière bénévole, justement, pour ne pas tomber dans le travers, d'avoir un intérêt à dire ceci. C'est donc que c'est vraiment une passion, quoi. Et cette passion-là, elle vous a prise à quel moment, je veux dire, à quel moment de votre existence vous vous êtes dit je ne veux plus vivre comme ça en ignorant certaines choses? Le virus a commencé avec le 11 septembre, puisque moi je le disais depuis avant le 11 septembre, la mort du commandant Massoud. J'ai vu le 11 septembre, j'ai vu la dépêche AFP dans le Tutancar en droit de tout le monde, avec les 120 agents du Mossad qui étaient arrêtés par le FBI ce jour-là, information qui a disparu depuis. Donc tout ça je l'ai vécu en direct. J'ai vécu effectivement le fait qu'il y ait 3 tours qui se soient effondrées à New York et que l'essentiel de la population ne fasse que 2 tours. Personne n'a vu qu'il y avait 2 avions qui ont passé sur 2 tours, mais qu'il y a 3 tours qui sont effondrées. N'importe quelle personne qui travaille dans la démolition contrôlée vous dira que la 3e tour et la flash, donc quand on cherche à découdre un petit peu les fils blancs de ce que les médias nous racontent dans leur société, parce qu'ils ne s'intéressent pas. Encore une fois, les médias aujourd'hui n'ont plus le temps de faire leur travail. Regardez la dynamique familiale, personne n'en a parlé dans les grands médias. Il y a eu un débat sur France 2 où on a annulé, c'était le fameux débat avec Bigard et avec Kassovitz. Au départ, il devait y avoir Nini Saris qui devait être invité sur d'autres personnes. Au départ, c'est plutôt Thierry Messant et non, avant Thierry Messant, donc il y avait d'autres personnes qui s'est inspiré des études d'Emmanuel Racine et d'autres personnes. Mais peu importe. Pour en venir aux faits, parce que moi ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Après le reste c'est du fantasme. Je pensais au début, franchement, pendant des années, je pensais que les États-Unis avaient été prévenus qu'il allait y avoir quelque chose, mais que au début je pensais que les États-Unis avaient été prévenus qu'il allait y avoir une attaque de grande ampleur sur leur sol, mais qu'ils n'avaient pas cherché, ils avaient fait laisser faire. Aujourd'hui j'ai l'intime conviction, grâce à plein d'éléments, que c'est eux qui ont organisé avec d'autres, avec le FBI et avec le Mossad. Je ne suis pas le seul à le dire, de toute façon il y a 5 agents du Mossad qui sont fait arrêter ce jour-là. Voilà, leur cas est documenté, ils ont parlé à la télévision israélienne. Voilà, et après vous vous intéressez à ce sujet-là. Moi je suis à Paris dans un documentaire de Caroline Forest. J'ai demandé à l'expliquer parce que son équipe ne voulait pas que finalement. J'ai demandé à France Télévisions à cette documentaire qui était fait. Par contre, les propos ont été coupés. Parce que quand je parle de ces 5 Israéliens qui ont été pincés par le FBI, son équipe a mis qui se sont fait passer pour toute l'agence secrète se fait passer à un moment ou à un autre pour quelque chose qui n'est pas. Donc voilà, il y a de la désinformation à tous les niveaux. En plus, l'équipe était venue chez Reopen 9/11, l'association qui nous a fait ce jour-là, sous un faux prétexte. Donc voilà. Après, il y a des gens qui font leur boulot de manière honnête, comme nous. Quand on interviewe quelqu'un, on ne trompe pas ses propos. Moi, je sais très bien que vos propos vont être cités de manière... Tous les propos sont tronqués parce que
la logique de l'exposition médiatique, c'est de montrer les choses, de monter, éditer. Donc forcément, ça n'est jamais exactement ce que vous attendriez que ce soit. Je pense que vous devriez vous mettre vraiment dans la pratique médiatique pour comprendre que tout ne peut pas être comme c'est quand on a un blog, quand on est... C'est très bien d'être totalement indépendant, mais lorsque vous travaillez pour quelque chose d'organisé, vous ne pouvez pas faire ce que vous demandez. Vous êtes hyper essentialiste, vous pensez que les choses peuvent se tourner exactement ce que vous voulez. C'est pas vrai. Et heureusement, parce que parfois les contraintes, c'est ça qui est intelligent. Mais bon, je sais pas. Cela dit, voilà. Écoutez, moi, merci. Je te remercie. Et...